Le Prytanée militaire de Kati honore ses meilleurs élèves. C'est à la faveur de la 21e édition de la journée de l'excellence de la dite école. La première a obtenu une moyenne annuelle de 14,86. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les directeurs généraux des douanes de la Confédération AES se concertent à Bamako. Une rencontre couplée à la deuxième réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo. C'est parti pour un mois de promotion de nos produits locaux. Le thème de la 6e édition du mois d'octobre, mois du consommé local, porte sur consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA. Le tournoi UFOA A du U17 de football démarra ce dimanche au Mali. 8 pays de la sous-région prendront part à ce rendez-vous sportif. Le point des préparatifs de cette compétition en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Manyuma Diabati, élève de la terminale Sciences Exactes au Prytanée militaire de Kati, remporte le prix d'honneur 2025 avec une moyenne annuelle de 14,86 et une note de 13 au bac. C'était ce matin lors de la 21e édition de la journée de l'excellence de l'école. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, général du corps d'armée Sadio Kamara. Reportage Mamari Koni et Aliou Touri. Honorer l'excellence, célébrer la réussite des élèves et reconnaître les efforts exceptionnels du personnel et des partenaires de l'école. Tel est le sens de la célébration de cette 21e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. C'est mademoiselle Manyuma Diabaté, élève de la terminale Sciences Exactes, qui enlève le prix d'honneur. Elle succède ainsi à Ibrahim Ilo Kamara. La détentrice du prix d'honneur 2025 a obtenu une moyenne annuelle de 14,86. J'ai eu mon baccalauréat série Sciences Exactes avec mention. Tout d'abord, à propos du prix que je viens de recevoir, je suis très heureuse, très contente. Je ne pourrais exprimer la gratitude et la reconnaissance que j'ai envers cette école. Moi, principalement, depuis ma 7e année, je peux affirmer que chaque année, à la cérémonie de l'excellence, je pars avec une moto à la maison. Donc je ne saurais les remercier. Et aussi je tiens à aussi remercier mes professeurs qui ont toujours été là pour me soutenir dans les moments durs et surtout pour m'encourager à faire mieux. La cérémonie est l'occasion de récompenser les élèves qui se sont fait distinguer par les bons résultats dans les domaines de l'enseignement académique, de l'instruction militaire, de l'éducation physique et sportive, ainsi que dans la discipline. Dans son intervention, le commandant de l'établissement a présenté un bilan positif de l'année scolaire. Cette année scolaire, le Prytanée militaire a réalisé des résultats remarquables. Le taux de réussite au diplôme d'études fondamentales est de 100%. 8 parmi les 10 premiers du classement national sont des nôtres. Au baccalauréat, le taux de réussite est de 91%. 65% des admis ont obtenu au moins la mention assez bien, parmi lesquels 2 mentions très bien et 10 mentions bien. Les autres classes ont brillé avec des taux de réussite remarquables, dont les élèves de 7e année qui s'inscrivent déjà dans l'ordre idéal de l'excellence avec un taux de réussite de 100%. Sur le plan militaire, nos élèves confirment la même rigueur et le même esprit de dépassement. Ils se préparent jour après jour à devenir des soldats citoyens dont le Mali a besoin. Pour l'édition 2025, plusieurs prix sont décernés, des prix comprenant des motos Jakarta et des ordinateurs portables. Il s'agit entre autres du prix d'honneur, du prix de l'excellence, du prix de la créativité, du prix du meilleur encadrement de l'année, du prix de l'aptitude militaire et académique. Des certificats de reconnaissance ont été également remis aux anciens personnels de l'école et aux partenaires. Des grands prix et autres prix ont été décernés aux majors des classes, aux meilleurs élèves et sportifs. Aujourd'hui, nous reconnaissons non seulement les performances académiques, mais aussi les valeurs de leadership, de discipline, de camaraderie qui sont au cœur de notre établissement. À vous tous qui avez brillé par vos efforts,
Sachez que vous êtes des dignes ambassadeurs de notre établissement. La journée d'excellence a été marquée par un sketch sur la réconciliation au sein de la Confédération des États du Sahel, AES, des chorégraphies et imitations d'artistes. Le chef du gouvernement a offert 5 motos Jakarta et 10 ordinateurs portables de dernière génération avant de rappeler l'objectif assigné à cette journée. Je voudrais transmettre aux élèves récompensés ainsi qu'à l'encadrement civil et militaire récompensé, leur transmettre les chaleureuses félicitations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il est vrai que cette récompense illustre et symbolise leur abnégation au travail et leur goût pour l'effort. À ces félicitations, je voudrais également associer le commandement du Prytanée militaire de Kati, commencé par le directeur lui-même, les parents d'élèves, également l'engagement et l'abnégation du ministre de la Défense et des anciens combattants, qui assure la tutelle bien entendu du Prytanée militaire de Kati. Il est important de rappeler que la journée de l'excellence symbolise 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est la reconnaissance du mérite et la reconnaissance de l'effort et de la performance. Et également la promotion bien entendu de la jeunesse. Une jeunesse engagée et une jeunesse patriotique. Et évidemment, ces 2 objectifs ont énormément d'importance pour le chef de l'État. Je voudrais également rappeler que le développement du Prytanée militaire de Kati a suivi différentes étapes. On peut d'abord mentionner l'admission des élèves issus des pays amis, ensuite l'admission des filles, également l'augmentation du nombre d'élèves. La première promotion du Prytanée militaire de Kati ne comportait que 30 élèves, des infrastructures de très bonne qualité et des infrastructures en quantité. Il est également important de rappeler dans cette évolution l'amélioration du curriculum de formation. Nous avons pu assister un peu à la démonstration de la robotique par les élèves. À travers cette évolution, en tout cas, on constate l'engagement et la détermination des autorités politiques et des autorités militaires de notre pays à faire de ce haut lieu de la formation un lieu d'excellence. Cette 21e édition de la journée de l'excellence a été mise à profit pour inaugurer le nouveau bloc scientifique comprenant les laboratoires de physique, chimie et de biologie. Il faut noter aussi la nouvelle salle des sports mise à la disposition des élèves. Avec aujourd'hui 700 élèves de 12 pays et du Mali, le Prytanée militaire de Kati a pour mission de dispenser aux élèves un enseignement fondamental et secondaire, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu ce matin l'ambassadeur du Japon au Mali, Murata Yakuo. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération, d'amitié entre le Japon et le Mali. Les échanges ont surtout porté sur les domaines de la formation des enseignants des écoles professionnelles, l'équipement de certains centres de formation au Mali, l'agriculture, entre autres. Pour plus de précisions, écoutons l'ambassadeur du Japon au Mali. Il est au micro de notre reporter Inaba. Tout d'abord, j'ai eu une explication complète de conseil. Quels sont les objectifs, quelles sont les fonctions, quels sont les moyens, etc. Pour le peuple malien. Et j'ai bien compris l'importance de ce conseil. Et j'ai expliqué aussi ce que je pense de votre pays. Nous avons échangé notre histoire du Japon et du Mali et c'était vraiment fructueux pour future coopération entre le Mali et le Japon. Nous faisons la coopération surtout pour former le capital humain. Actuellement, nous faisons surtout dans le domaine de la capacité et la gouvernance des collectivités locales pour qu'ils puissent vraiment contribuer à la stabilité, à la paix au Mali.
et il regarde comment les collectivités locales au Japon se fonctionnent et aussi quels sont les aspects qu'ils peuvent, les Maliens peuvent apprendre de la vie de collectivités locales au Japon. Et depuis l'indépendance du Mali, le Japon a commencé à faire la coopération, et surtout dans le domaine de la coopération technique pour le transfert de savoir-faire. Et nous avons fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, l'irrigation, etc. Et puis aussi nous avons construit des ponts dans l'axe vers le Sénégal et Bamako. Surtout la coopération technique, de former les jeunes, par exemple la formation des enseignants des écoles de formation professionnelle. Nous avons octroyé des matériaux et aussi nous formons dans notre centre de l'école de la formation professionnelle à Dakar. Je vous le disais, les travaux de la 4e réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération AES ont démarré ce matin. La rencontre est couplée à la 2e réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo. Au cours des travaux, 2 projets de texte, à savoir le code de douane et les tarifs extérieurs communs de l'AES, étaient à l'ordre du jour. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé l'ouverture des travaux. Le lieu et le cadre n'ont pas changé, les acteurs non plus. Bamako abrite pour la 4e fois consécutive la réunion des directeurs généraux des douanes de l'espace AES, et avec tous les honneurs. Cette réunion s'inscrit dans la continuité des efforts entamés depuis près d'1 an par les administrations douanières de l'AES. Souvenez-vous, à Niamey, en juillet 2024, une première rencontre des directeurs généraux avait permis de porter sur les fonds baptismaux ce qui sert aujourd'hui de processus réel à la construction d'un espace douanier harmonisé au service des ambitions politiques et économiques de la Confédération. À la faveur de cette 4e réunion des directeurs généraux des douanes de nos 3 pays frères, l'opportunité nous est encore donnée de faire le point de la mise en œuvre des décisions fortes prises à la lumière des instructions de nos chefs d'État. Mieux, l'occasion est historique pour nous, premiers responsables des douanes de nos pays, de renforcer la dynamique enclenchée au niveau politique en ayant pour boussole l'intérêt supérieur de nos vaillantes populations. Parmi les dossiers validés lors de la 3e réunion tenue en mai dernier, on peut citer l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, les règles d'origine et le tarif préférentiel, le régime de transit et l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et enfin l'exercice de la profession de commissaire en douane agréé. Autant de réformes qui font de l'unification douanière un pilier de l'intégration sous-régionale comme précédemment annoncé par le directeur général des douanes maliennes, l'inspecteur général Amadou Konati. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de la facilitation des échanges, de la sécurisation des opérations de transit ou de la lutte contre le commerce illicite, sont complexes et ne peuvent être relevés qu'en agissant ensemble. La coopération entre les administrations douanières portera nécessairement sur l'harmonisation, la simplification et la facilitation des procédures douanières, la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée, qui sont des exigences pour moderniser nos administrations et rendre nos frontières plus fluides et plus sûres. À cet effet, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers des administrations douanières de l'AES et du Togo demeure une initiative à saluer et à encourager. Et surtout, une initiative fortement soutenue par les autorités de l'AES qui voit au Togo un pays frère prêt à bâtir une communauté de destin prospère
ensemble. L'objectif de notre réunion est de procéder à l'évaluation de cette interconnexion entre les systèmes informatiques de nos 4 pays. Il s'agit de présenter et d'analyser les statistiques de T1 échangées de janvier au 31 juillet 2025, de présenter les difficultés rencontrées, d'évaluer le niveau de la mise en œuvre des recommandations faites lors de nos précédentes réunions et enfin de formuler de nouvelles recommandations en vue d'améliorer de manière efficiente notre système de transit et de le rendre encore beaucoup plus performant. Ces nobles objectifs sont le fruit de la volonté et des efforts conjugués des plus hautes autorités de nos pays respectifs qui ont inspiré et permis à nos administrations douanières de se rapprocher davantage et de renforcer la collaboration en vue de réduire à presque néant les frontières et barrières qui entravent, limitent la libre circulation des personnes et des biens entre nos pays. Ça y est, c'est en marche. Les administrations douanières de la Confédération des États du Sahel sont à première ligne pour la mise en œuvre des instruments de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que du libre établissement au sein de notre espace communautaire. Toute initiative qui concourt à l'ancrage de notre souveraineté économique. C'est le lieu de saluer la diligence accordée par les plus hautes autorités à la signature et à l'effectivité de la décision relative au prélèvement communautaire AES, le PC-AES. Pour la présente rencontre, je vous invite à des échanges fructueux en vue d'adopter les projets de textes relatifs aux tarifs extérieurs communs TEC-AES et du Code des douanes de l'AES. 2 instruments juridiques importants pour l'union douanière. Je vous encourage également à accélérer le processus d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers avec la République togolaise. Par ailleurs, vous aurez à définir la stratégie commune en matière de formation des personnels douaniers en rapport avec l'Institut des finances publiques du Burkina Faso, IFPB. Signalons que la présente rencontre a pour thème l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. Il s'agit là, ajoutera le ministre Sanou, d'un engagement fort dont la finalité est l'accélération de notre processus de développement. Lancement ce matin des activités du mois d'octobre, mois du consommé local. Consommé local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA est le thème retenu pour cette 6e édition. Le lancement a regroupé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali les opérateurs économiques, les groupements et associations des consommateurs, producteurs et transformateurs des produits locaux. Des détails avec Mariam Koni et Aloubé Koni. La promotion du consommé local apparaît désormais comme un enjeu stratégique de souveraineté économique, ce qui explique en partie la forte mobilisation ce matin à la CECIM pour le lancement au Mali des activités du mois d'octobre, mois du consommé local, à l'instar des autres États de l'espace UEMOA. Le développement d'un pays passe indéniablement par la transformation et la consommation de ses produits locaux. Il n'existe dans l'histoire économique d'aucun pays du monde où le pays s'est développé sur la base des importations et des exonérations. Ce qui développe un pays, c'est la production, c'est la transformation, c'est l'appropriation de nos ressources naturelles. Ce sont nos capacités, ce sont nos compétences humaines. Et en disant cela, nous voulons mettre le consommé local au service du développement industriel. Consommons ce que nous produisons. Notre espace communautaire et singulièrement les pays de l'AES regorge d'énormes potentialités agricoles, artisanales, industrielles et culturelles qui n'attendent qu'à être travaillées et valorisées. C'est là au moment où nos marchés continuent à être dominés par des produits importés hors zone IMOA, c'est là au détriment parfois de la qualité. Consommer local, c'est pour nous une façon de soutenir nos producteurs, créer des emplois pour nos jeunes, réduire notre dépendance extérieure et promouvoir la souveraineté économique dans l'espace UEMOA.
Le choix du thème de cette édition, à savoir « Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA » n'est pas fortuit. Il s'agit de réduire considérablement l'exportation des ressources à l'état brut, qui constitue un manque à gagner important pour l'économie communautaire. La Commission pourrait mettre accent sur les filières prioritaires qui sont aujourd'hui le coton, le riz, l'engrais et le phosphate, inscrit dans son plan stratégique 2025-2030 dénommé Impact 2030. Et permettra également d'encourager la dynamique d'industrialisation enclenchée par les États membres depuis quelques années. Pour les acteurs qui se réjouissent de cette initiative, la consommation locale ne doit pas se limiter au seul mois d'octobre, mais elle doit s'étendre sur toute l'année. Les consommateurs sont appelés à préférer les produits locaux aux produits importés. La remise d'un boubou traditionnel au ministre pour le président de la transition en guise de reconnaissance et la visite des stands avec une large variété de produits agricoles ont constitué l'un des temps forts de cette cérémonie. C'est parti pour la rentrée solennelle académique 2025-2026 de l'école d'état-major des sécurités du Mali. Ils sont 30 stagiaires, tous des officiers supérieurs, dont 2 du Burkina Faso et du Niger, à constituer cette 3e promotion. Durant une année, les stagiaires seront dotés de capacités adéquates à assumer des actions de planification, de coordination et de commandement dans les différents états-majors des forces de défense et de sécurité. S'agissant du cours inaugural, il a été animé par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Le point de cette rentrée solennelle avec Ali Djoumatina. Créé en 2023 grâce au leadership du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, conformément à la vision stratégique du chef suprême des armées, l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali, en pleine expansion, est devenue en si peu de temps un véritable creuset de formation des officiers issus des différentes unités des forces de défense et de sécurité du Mali. Pour la rentrée académique 2025-2026 de la 3e promotion de l'école, elle est désormais effective. Durant cette formation, vous serez appelés à développer des compétences pointues en matière d'analyse, de gestion des opérations, de prise de décision et surtout de leadership. Je vous exhorte donc à engager pleinement avec rigueur, humilité et esprit de cohésion. La rentrée solennelle de cette 3e promotion constitue une étape supplémentaire dans la consolidation de l'école d'état-major des forces de sécurité, voulue et soutenue par les plus hautes autorités de l'État, en la personne du général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'école vous donnera en retour les outils intellectuels et méthodologiques nécessaires pour faire de vous des officiers d'état-major compétents, responsables et visionnaires à l'image de notre conférencier du jour. L'école d'état-major des forces de sécurité n'est pas seulement un lieu de savoir, elle est aussi un laboratoire de pensée stratégique. Préparer des officiers prêts à assumer des fonctions de planification, de coordination et de commandement dans un environnement sécuritaire en constante évolution. La rentrée solennelle de la 3e promotion n'est pas seulement un rendez-vous académique. Elle est un acte de foi, une proclamation de la confiance en l'avenir et une affirmation de la détermination de nos plus hautes autorités à bâtir une génération d'officiers d'état-major à la hauteur des défis de notre nation. Pour cette rentrée solennelle de l'école, la leçon inaugurale a porté sur le leadership et la vision stratégique du commandement au sein des FAMA, cas particulier de l'armée de l'air dans la conduite et la réussite des opérations. Une thématique développée avec brio par le chef d'état-major de l'armée de l'air. J'ai fait le devoir de partager ma modeste expérience en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air pour interagir avec les stagiaires de l'école d'état-major sur ce qui a fait de l'armée de l'air malienne ce qu'elle est aujourd'hui, sur l'accompagnement extraordinaire et constant dont l'armée de l'air du Mali a bénéficié de la part des plus hautes autorités du pays. J'ai voulu transmettre un petit peu de cette expérience en montrant à la fois les défis importants auxquels nous devons faire face. C'est vraiment un honneur et un réel plaisir pour moi vraiment de me retrouver dans cette prestigieuse école. Je crois qu'à la fin effectivement de cette formation, nous pensons
et nous allons pouvoir aider notre commandement, notre hiérarchie, effectivement dans la planification des missions, la coordination des missions et le suivi en tout cas des opérations sur le terrain. Nous remercions les autorités maliennes pour avoir l'idée, l'initiative de créer cette école qui est devenue aujourd'hui un joyau, non pas pour les autorités maliennes, mais aussi pour la Confédération AES et aussi pour toute la sous-région. Forte des 30 stagiaires, cette troisième promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali est composée de 2 officiers supérieurs du Niger, 2 du Burkina Faso, 3 de la garde nationale, 3 de la gendarmerie nationale, 8 officiers supérieurs de la protection civile et 12 commissaires supérieurs de la police nationale. Fin à Barcelone des travaux de la conférence mondiale de la culture de l'UNESCO, occasion pour le ministre de l'Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière de revenir sur les acquis de ce forum pour le Mali. Le Mali et l'AES ont occupé le devant de la scène, notamment à travers les différentes interventions dans les panels. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Aloussini Touré et Abou Kone. Dans cet espace, le Mali était considéré comme avant-gardiste, comme futuriste. Et donc ça nous a permis de nouer des échanges avec une dizaine de pays. On a reçu des audiences de plusieurs pays, non seulement au niveau africain, nos frères de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie. On a réaffirmé, on a reconnecté le Mali et l'AES avec le secteur culturel mondial. C'était très important pour nous. Et aussi, au-delà du Mali et au-delà de l'Afrique, nous avons eu de grandes rencontres avec les grandes institutions du monde, à commencer par l'UNESCO jusqu'au plus haut sommet. Et nous avons réaffirmé notre volonté d'approfondir cette relation historique qu'on a entre l'UNESCO et le Mali et entre l'État de l'Espagne et le Mali. Et donc nous avons décidé de renforcer, d'approfondir les liens en travaillant sur les industries culturelles et créatives. Nous avons décidé de travailler sur la promotion du patrimoine. Je pense que déjà les semaines à venir, nous avons un projet en commun avec l'Espagne. Et donc nous nous sommes donné rendez-vous dans quelques mois dans le cadre de la journée du Mali à Madrid pour conclure les échanges. Et donc ça a été un moment de reconnaissance de notre pays, de notre espace. « 1er octobre 1960 au 1er octobre 2025, cela fait 65 ans que l'armée malienne a été créée. En souvenir de cette date, l'association des femmes leaders de l'AES a animé hier un point de presse. Objectif, informer et sensibiliser l'opinion nationale sur la symbolique de cette date et les avancées notoires enregistrées au cours de ces dernières années. Reportage Sorona Kamisougou. Ce 1er octobre nous rappelle d'une date historique, celle de la création de l'armée malienne. 65 ans après, l'armée malienne poursuit son évolution et sa mission régalienne, celle d'assurer la sécurité des Maliens et de leurs biens, de préserver l'intégrité territoriale. C'est pourquoi l'association des femmes leaders de l'AES a jugé nécessaire d'organiser cette journée d'échange avec la presse nationale. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à notre Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Votre engagement ferme pour l'indépendance totale et la souveraineté du Mali inspire chaque soldat, chaque citoyen, chaque fils et fille de cette terre sacrée. Mais en ces moments de fierté, nos pensées vont aussi vers ceux qui ne sont plus parmi nous. Nos frères d'armes tombés sur les champs d'honneur. Notre sentinelle qui a fait ses preuves sur les théâtres d'opération au Mali et à l'étranger a connu une période de déclin suite aux événements sociopolitiques. Grâce aux efforts des autorités de la transition, notre sentinelle renaît de ses cendres. Le ciel national, longtemps orphelin des vecteurs aériens, accueille aujourd'hui des avions de dernière génération. Au sol également, des équipements
de pointe pour mener à bien la guerre imposée à notre pays par les groupes terroristes. Un soldat malien ne recule pas, un soldat malien ne trahit pas, un soldat malien se bat jusqu'au bout pour la patrie. Le Mali compte sur vous et l'histoire retiendra que dans l'épreuve, les femmes n'ont pas tremblé. En ce 65e anniversaire, je vous appelle à l'unité. Chaque jour de combat est une pierre posée pour bâtir le Mali souverain et indépendant. Depuis des années, l'armée malienne n'est plus dans une posture défensive, mais offensive pour traquer les ennemis de la paix. Aujourd'hui, elle règne en maître absolu sur l'ensemble du territoire national. Dans la nouvelle dynamique enclenchée grâce à la création de la Confédération AES, l'armée malienne entend occuper une place de choix dans la future force unifiée. Une décision des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour réussir ensemble la lutte contre le terrorisme. Déjà, dans des opérations conjointes, les trois armées ont enregistré des résultats tangibles. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et leurs bases détruites. Les armées de l'AES qui montent en puissance entendent maintenir cette pression sur l'ennemi pour pacifier l'espace commun et permettre au peuple confédéral de vaguer en toute sérénité à ses occupations. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence d'une délégation venue du Burkina Faso et du Niger pour témoigner leur solidarité envers le Mali. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Direction à présent Ouagadougou où se tient la 14e édition des universités africaines de la communication. Des universitaires, chercheurs, journalistes et communicants du pays et d'ailleurs, ainsi que divers autres invités sont présents dans la capitale burkinabé. Au menu des échanges, l'influence géopolitique sur la communication et le développement en Afrique. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Lambert Soma. Pendant 72 heures, la capitale burkinabé est le carrefour d'intenses réflexions, de débats et de partage d'expériences à l'occasion de cette 14e édition des UACO. L'influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique interpelle le public burkinabé, mais aussi les peuples frères et amis du Togo, du Niger et du Mali. L'Afrique a plus que jamais besoin de repenser sa manière de communiquer, de valoriser ses cultures et d'affirmer sa voix sur la scène internationale. Nous partageons donc la conviction que la communication est non seulement un vecteur de développement, mais également un outil de souveraineté, de cohésion sociale et de transformation positive. L'Afrique en général et le Sahel en particulier subissent des influences complexes souvent orchestrées depuis l'étranger, des campagnes de désinformation aux tentatives sophistiquées de manipulation de l'opinion. Tout y passe. Selon la marraine, le secteur du numérique est le champ de bataille de ces influences. Les câbles sous-marins, les satellites, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle ne sont plus de simples commodités. Ils sont devenus les nouveaux instruments de pouvoir, d'influence et fondamentalement de souveraineté. La digitalisation n'est pas seulement un vecteur de modernisation, elle est un levier essentiel pour reprendre en main notre propre narration. La reconfiguration des alliances internationales, la montée en puissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, tout comme les crises économiques et sécuritaires influencent nos sociétés et notre manière de communiquer. Pour construire une Afrique souveraine, informée et résiliente, il nous faut comprendre les enjeux du moment. Le monde de l'information et de la communication, pour jouer pleinement sa partition, doit tenir compte des profondes mutations de notre ère. L'avènement de l'intelligence artificielle en est un exemple palpable. Déconstruire les stéréotypes et les clichés, promouvoir une Afrique sur les sentiers du développement durable. Voici les missions assignées aux acteurs de la communication de notre continent. La communication n'est jamais neutre. Elle est un levier stratégique qui peut transformer nos sociétés. La 14e édition des UACO est donc le cadre idéal pour jeter les bases d'une Afrique libre, décomplexée, débarrassée des influences négatives venant d'ailleurs et qui tente d'arrêter sa marche vers la liberté.
Au Niger, le ministre des Mines a participé du 25 au 28 septembre 2025 à Moscou en Russie au Forum mondial de l'atome. Cet événement international qui a coïncidé avec le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire russe a rassemblé plus de 10 000 participants, des représentants de plus de 100 pays ainsi que des organisations importantes comme l'Agence internationale de l'énergie atomique et la World Nuclear Association. Compte rendu Abdul Karim Barmou. Moscou, capitale russe, a accueilli du 25 au 28 septembre dernier le Forum atomique, un rendez-vous à l'échelon mondial où des acteurs de l'énergie nucléaire d'une centaine de pays ont pris part, dont le Niger, aux discussions autour des enjeux énergétiques mondiaux et du développement durable. La délégation du Niger est conduite par le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarch Ousmane, qu'accompagne la ministre de l'Énergie, la présidente de la Hania et le directeur général de la Somaïra. Le moment fort de cet événement a été la table ronde présidée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, lequel a insisté sur, entre autres, la nécessité d'une coopération équilibrée entre innovation et non-prolifération. Lors de cette session de très haut niveau, le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarch Ousmane, a réaffirmé l'engagement du Niger à valoriser ses ressources en uranium de manière responsable et surtout souveraine. Le Niger occupe une place singulière dans cette équation mondiale. Les premiers indices d'uranium y ont été découverts en 1956 et l'exploitation industrielle a débuté en 1968. Depuis, notre pays s'est imposé comme l'un des grands fournisseurs mondiaux, contribuant à la sécurité énergétique de nombreux pays qui n'ont, pour certains, pas été suffisamment reconnaissants vis-à-vis du Niger. Nous avons le gisement d'Imoraren, qui est l'un des plus importants au monde. Nous espérons le mettre en exploitation avec la coopération de la Fédération de Russie. Le partenariat équilibré entre les nations dans le respect mutuel et la transparence a été également évoqué par le ministre nigérien. Je crois qu'il est temps de franchir une nouvelle étape. Il est temps de proposer une innovation dans notre manière de concevoir la valeur du nucléaire. Cette innovation, je l'appelle le dividende atomique. Cette intervention du ministre des Mines a été largement approuvée par cette auguste assemblée. En d'autres termes, dira le ministre nigérien des Mines, et je cite, « Quand l'atome éclaire une partie du monde, il ne doit pas laisser une autre dans l'ombre. » Fin de citation. Une assertion dépourvue de toute ambiguïté, car mettant complètement à nu tous les préjugés gravitant autour de l'atome. Cette mission a été également une occasion pour la délégation nigérienne d'échanger avec les responsables de la société Uranium One et ceux d'Axia. Au centre des échanges, les opportunités de partenariat dans le développement et la valorisation des gisements d'uranium nigériens et le renforcement de la coopération pour assurer une exploitation durable et bénéfique pour les deux pays. Les membres du syndicat national de la production du Mali, SINAPRO, renforcent leurs connaissances. La session qui s'étend sur 2 jours doit permettre aux leaders syndicaux de s'imprégner davantage du contenu du pacte de stabilité sociale et de croissance, les élections professionnelles et les normes nationales et internationales du travail. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kélimon, qui avait à ses côtés 2 de ses collègues. Le point avec Fantama Manientao. Afin de mieux défendre les intérêts des travailleurs du monde, particulièrement ceux du Mali, une mise à niveau des membres du syndicat national de la production, SINAPRO, s'impose. Durant 2 jours, ils verront leurs capacités renforcées sur plusieurs thématiques. Le SINAPRO s'engage et assure relever les défis de la souveraineté alimentaire dans notre pays si le gouvernement met
au profit de ces travailleurs et travailleuses les moyens nécessaires, mettant les hommes à la place qu'il faut en abandonnant des anciennes pratiques de favoritisme et du népotisme. Nous partageons la conviction que le renforcement des capacités des acteurs syndicaux est une condition incontournable pour une gouvernance syndicale efficace, responsable et tournée vers l'apaisement du climat social. Les ministres en charge du travail et de l'agriculture rassurent les membres du syndicat national de la production du Mali que leur accompagnement ne fera pas défaut durant la session en cours. Ce séminaire revêt une importance particulière pour le gouvernement dans la mesure où il se tient dans un contexte où le dialogue social est plus que jamais nécessaire pour assurer la stabilité sociale et promouvoir le développement économique et social de notre pays. La formation des acteurs syndicaux s'impose aujourd'hui comme un devoir pour tous. Cet atelier de formation permettront à chaque membre du SYNAPRO de jouer sa partition pour une croissance inclusive au service du développement économique et social de notre pays. Notons qu'au terme de cette formation, les membres du SYNAPRO seront sans nul doute dotés des valeurs et des connaissances qui leur permettront de saisir les enjeux et les implications politiques, économiques, sociales et culturelles du pays face à l'avenir. Une vingtaine de personnes renforcent également leurs capacités sur la liberté syndicale. C'était ce matin au siège de l'UNTM. C'est une initiative de l'ONEF, l'Observatoire national pour l'emploi et la formation. Elle s'inscrit dans la mise en œuvre du volet formation des résolutions issues du 14e congrès de cette centrale syndicale. Tchamoro Konati. Elle se présente comme le substratum du syndicalisme pour prétendre défendre les intérêts vitaux des travailleurs dans les structures publiques et privées. Allusion à la liberté syndicale dont la maîtrise s'impose comme une nécessité absolue pour tout syndicaliste. Il faut entendre par la liberté syndicale la défense des droits des travailleurs, le fait d'assurer la justice sociale pour tous, le fait de respecter les principes et droits fondamentaux au travail, le fait de donner une protection sociale à tous et le fait de garantir le tripartisme et le dialogue social. Autant de notions qui seront développées au cours de cette session de formation à l'intention d'une vingtaine de participants. C'est à l'initiative de l'ONEF, l'Observatoire national pour l'emploi et la formation. Nous, notre objectif, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des camarades. Et pour mieux défendre ces intérêts, il faille aller à cette école pour connaître les différentes conventions qui encadrent la liberté syndicale. Après avoir été à l'école de la négociation et du dialogue social. Cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre des résolutions issues du congrès de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Elle se tient conformément aux conventions 87 et 98 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le syndicalisme mal formé est un danger pour sa société et un danger pour lui-même. Parce que si vous-même, vous n'avez même pas à savoir pourquoi vous êtes là, comprenez que vous allez nager, patauger dans les deux autres. Et ce qui n'est pas du tout bénéfique pour vous-même. C'est pourquoi il faut former les gens. L'UNTM est une grande centrale. Et les acteurs qui l'animent, qui sont les responsables syndicaux, doivent être tous formés à quelque niveau qu'ils se trouvent. À l'issue de la session, les participants devront être mieux outillés pour faire face aux exigences du moment. Exigences qui se résument à la défense des intérêts des travailleurs en tenant compte des facteurs d'apaisement du climat social. Bonne nouvelle pour les opérations de paiement dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a officiellement lancé ce mardi sa nouvelle plateforme interopérable du système de paiement instantané PSPI. Cette plateforme régionale permet à tout type d'établissement d'effectuer un paiement instantané dans les 8 pays de l'UEMOA. Le lancement officiel a eu lieu depuis le siège principal de Dakar et a été retransmis par vidéoconférence dans l'ensemble des États membres de la BCAO. Sidou Traoré et Oumar Traoré étaient présents pour l'ORTM.
Désormais, plus de soucis pour recevoir ou envoyer des fonds dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Pour ce faire, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) met au service des particuliers, des opérateurs économiques et l'administration publique la plateforme interopérable du système de paiement instantané PSP. Il s'agit d'une vision stratégique de la BCEAO pour connecter tous les acteurs financiers sur une plateforme unique et gratuite pour les particuliers. Qui répond ainsi aux enjeux de célérité, d'efficacité, de compétitivité et d'inclusivité des paiements dans notre espace économique. Pour rappel, depuis juin 2024, date du lancement du système de règlement brut en temps réel de l'Union, dénommé UEMOA, la Banque centrale œuvre à la modernisation de l'écosystème de paiement au sein de l'UEMOA en adaptant constamment ses infrastructures et son cadre réglementaire à l'évolution des technologies. Le délai moyen d'exécution d'un paiement via la PSP est estimé à 10 secondes. Cette plateforme vise à pallier les obstacles liés aux frais parfois élevés et peu transparents pour les usagers, prévenir les erreurs, la fraude et sécuriser les paiements. Une aubaine pour les professionnels de la banque et les établissements financiers. Imaginons tout le plaisir de nos clients d'envoyer ou de recevoir instantanément un virement d'un proche, d'un partenaire commercial à partir d'un compte bancaire, d'un portefeuille de monnaie électronique, d'une institution de microfinance basée dans son pays de résidence ou dans un autre pays de la zone. Pour nous, les banques et établissements financiers, fini les erreurs de la population et les délais non maîtrisés dans le traitement des transferts. Outre le monde des affaires et les particuliers, l'API offre d'autres possibilités, allant de l'accès au salaire, les appuis sur le plan social ou le paiement des taxes et impôts à distance. En effet, l'interopérabilité, en donnant la capacité à tous les acteurs économiques d'interagir, sans barrière transactionnelle, contribuera à renforcer l'essor des instruments de paiement digitaux et à favoriser l'accès des populations aux services financiers, en particulier dans le contexte de notre union économique et monétaire, avec près de 150 millions d'habitants. La BCEAO prévoit prochainement des campagnes d'information dans l'ensemble des États membres afin de mieux expliquer les avantages et fonctionnalités de cette plateforme au grand public. L'Office malien de l'habitat a tenu aujourd'hui la 49e session de son conseil d'administration. À l'ordre du jour de cette session, l'examen de l'état d'exécution du budget 2024 au 31 décembre ainsi que celui à mi-parcours de l'exercice 2025. Les administrateurs vont se pencher sur la poursuite du recouvrement des mensualités relatives au logement attribué, la finalisation de certains chantiers en cours et le financement des activités d'amélioration des conditions de vie dans les cités de logements sociaux. La sécurisation des sites. Cette session était présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Reportage Mamadou Fani. Cette 49e session du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat OMH est une session de renforcement des acquis. Après une période difficile, l'Office retrouve des couleurs avec des indicateurs de performance au vert. En témoignent les résultats engrangés au cours de l'année 2024 et c'est à mi-parcours pour cette année 2025. Grâce à l'accompagnement de l'État, nous avons pu boucler l'année 2024 en honorant tous nos engagements vis-à-vis du pool bancaire et à travers la satisfaction des engagements du plan de refinancement des dettes de l'Office malien de l'habitat. Et dans ce plan, il est prévu quand même la continuité d'un certain nombre de programmes, notamment la finalisation d'un certain nombre de logements qui doivent être mis à la disposition de nos populations. La mise en œuvre correcte du plan de restructuration va nous faire revenir à l'ancien système qui est la donation sociale des logements sociaux. Seul le paiement régulier de ces loyers va nous permettre de tenir bon dans le cadre du plan de restructuration des dettes de l'Office malien de l'habitat et nous permettra d'enchaîner avec la donation sociale des logements sociaux.
Sur une prévision budgétaire de plus de 33 milliards en 2024, l'Office a réalisé plus de 80% des recettes et au titre des dépenses, elle s'élève à plus de 21 milliards de francs CFA, soit plus de 63% des performances qui incitent à l'optimisme pour 2025 avec plus de 68% des recettes déjà réalisées pour des dépenses de 29%. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à votre accompagnement constant et le grand effort fourni par la direction de l'OMH. Ils traduisent en action la vision des plus hautes autorités du pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de servir utilement le peuple malien et d'œuvrer pour assurer un avenir radieux à chaque citoyen du Mali, aussi bien sur toute l'étendue des territoires nationaux qu'au niveau de la diaspora. La poursuite des recouvrements, la cession directe des logements ont contribué à l'atteinte de ces résultats, ce qui a eu un impact sur la réalisation des nouveaux logements en chantier pour que chaque Malien puisse avoir un toit. Au premier semestre de l'année 2025, le CFP, Centre de formation professionnelle de Sénou, a pu réaliser 30 activités sur 49 programmées et 13 sont en cours pour un taux de réalisation de plus de 78%. Ces actions ont été menées sur un budget équilibré de 647 millions de francs CFA. Ces révélations ont été faites à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de la structure. Elle est placée sous la présidence du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Batraori. Malgré les contraintes budgétaires, notamment la mobilisation partielle de la subvention de l'État, les résultats sont encourageants au CFP, Centre de formation professionnelle de Sénou. Au premier semestre 2025, sur 49 activités programmées, 30 ont été réalisées, 13 sont en cours d'exécution et 2 activités non prévues ont été exécutées, ce qui donne un taux de réalisation de 78,57%. Notre action s'inscrit pleinement dans la vision 2063 du Mali, un cadre ambitieux qui vise à bâtir un pays prospère, innovant et inclusif. Cette vision est portée par un leadership éclairé par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, dont la détermination à moderniser notre pays inspire toutes nos initiatives. Sous la conduite avisée du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, notre gouvernement met en œuvre des politiques cohérentes pour renforcer l'emploi et la formation professionnelle. Dans ce contexte, notre ambition est claire: répondre efficacement aux besoins du marché du travail malien. Il s'agit de concilier formation de qualité et exigences économiques en développant des compétences adaptées au secteur porteur de notre pays. Cette volonté du département se reflète sur les réalisations de la structure. En effet, au CFP Sénou, entre 2021 et 2025, près de 1600 jeunes et travailleurs ont bénéficié de formations faisant du centre une référence, une dynamique qui devrait être maintenue. L'année 2025 s'articule autour de 6 axes stratégiques. Renforcement de la gouvernance et des capacités internes, organisation de formation initiale en présentiel et en alternance, formation continue pour les travailleurs, promotion de l'entrepreneuriat et de la culture d'entreprise, production des prestations, expertise et support pédagogique, soutien à la réalisation des objectifs stratégiques du centre. Ces actions s'appuient sur un budget équilibré de 657 400 000 francs CFA, dont 46,18% ont été mobilisés à mi-parcours.
Cette deuxième session sera l'occasion pour les administrateurs du CFP Senou de plancher sur la tarification des formations, les tarifs de location des salles et du terrain de sport, ainsi que les charges des formateurs vacataires. Une mission conjointe de la Direction régionale de l'agriculture et de la protection des végétaux de Badiangara a effectué une mission de terrain afin d'évaluer la situation phytosanitaire des cultures dans plusieurs localités. Conduite par son directeur Toumani Guita, la délégation a parcouru les champs de producteurs à Douro et dans le cercle de Badiangara. Reportage Agibou Koulibaly et Mohamedou Sidibi. Cette visite de terrain a permis de constater de visu la situation phytosanitaire des cultures à Badiangara. Dans les localités visitées, les producteurs cultivent principalement le mil, le zaïl de Guinée, le niébé ainsi que l'échalote. Sur le terrain, les producteurs Brima Sagara du village de Kouroutangi dans la commune rurale de Dourou et Daouda Guindo dans la commune urbaine de Badiangara ont partagé leur expérience de la campagne en cours et évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Bon, au début, il avait rencontré vraiment des difficultés de sécheresse un peu. Mais après, il y a eu suffisamment de pluie et entre-temps, il y a certains champs qui ont été un peu inondés. L'état d'évolution de la campagne, il dit dans l'ensemble, l'évolution des cultures, c'est bon. Et toutefois, si l'hivernage se termine comme ça, s'il n'y a pas d'autres incidents, vraiment, il suppose qu'on a une bonne récolte avec l'évolution de la campagne. Les responsables du secteur agricole ont rappelé au cours de cette visite de supervision l'importance de la sensibilisation et de l'appui technique aux paysans avant de tirer les enseignements de la mission. La situation phytosanitaire, je peux dire que dans l'ensemble c'est calme, mais cependant il faut signaler qu'il y a eu des cas d'attaque des oiseaux granivores par-ci et par-là, dont les dernières datent la commune de Baye et de Koulogohabe. Ainsi que aussi il y a certains producteurs aussi qui avaient signalé des cas d'attaque des chenilles qui sont plus ou moins importants. Les conseils qu'on a donnés à l'endroit des producteurs, c'est de sensibiliser et informer les producteurs aux méthodes de lutte alternatives contre les oiseaux granivores ainsi que contre certaines nuisibles aussi. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'hivernage. Nous sortons voir l'état des cultures. L'espoir est déjà permis puisque nous avons vu les plantes qui déjà sont en épiaison début maturité. À travers cette mission, la Direction régionale de l'agriculture et celle de la protection des végétaux de Badiangara entendent renforcer leur dispositif de suivi et d'appui aux paysans afin d'assurer une meilleure sécurisation des récoltes dans un contexte de défis climatiques et phytosanitaires. Attaque des jacides, retard dans la mise en place des intrants, arriérés de paiement aux producteurs. La campagne cotonnière a été marquée cette année par un certain nombre de difficultés. Malgré cela, l'optimisme reste de mise à la CMDT quant à l'atteinte des prévisions initiales de production. C'est là grâce à des cotonculteurs résilients qui ont compris le rôle stratégique de cette culture, selon le PDG de la compagnie. Kouloumégé Damélé répond aux questions de Yaya Kounaté. C'est dans l'invité de la semaine. Au départ, on avait une prévision de 672 000 hectares. Et comme on le disait tantôt, avec tout ce qu'il y avait comme incertitude en termes de livraison des engrais et aussi incertitude en termes d'être en possession de son argent. Donc ça a eu son effet. Et cela a fait que ces prévisions de 672 000 hectares, on a pu réaliser quand même, hein, ça il faut le dire, 626 000 hectares. C'est le lieu de saluer, de féliciter les cotonculteurs qui ont été très très résilients, je vais le dire, très très patriotes, je vais le dire, compte tenu, ils ont compris le rôle stratégique du secteur coton. Et ils se sont investis 626 000 hectares. Alors pourquoi je dis encore, j'ai confiance en ce que je dis en disant que nous pourrons maintenir. Et nous croyons à cela, parce que 626 000 hectares, malgré ce qu'on a connu en termes d'attaque précoce des jacides et les efforts que nous avons pu mener pour essayer de contenir ces jacides, avec toujours, il faut le reconnaître, l'accompagnement des plus hautes autorités du pays. Alors, on estime aujourd'hui
De cette superficie réalisée, 626 000, nous comptons aujourd'hui sur au moins 601 000 hectares. L'invité de la semaine à suivre après les infos météo. Un mot de sport. Le tournoi UFOA U17 Zone 2 Ouest A de football débute le 5 octobre au Mali. 8 pays de la sous-région participent. Il est qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. La Commission nationale d'organisation locale a animé ce matin une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Seregatou Sissi. Le Mali face au défi organisationnel du tournoi UFOA Zone 2 Ouest A, qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. Dès la désignation de notre pays à abriter cette compétition des jeunes, les autorités de la transition épaulées par la FEMAFOOT ont tout mis en œuvre. La commission d'organisation nationale locale se dit prête à réussir l'événement 30 ans après la CAN des moins de 17 ans ici à Bamako. On veut montrer à tout un chacun que le Mali est un pays fréquentable, que le Mali est une terre de Djatiya, que le Mali est une terre d'hospitalité. Quand on donne un tournoi à un Malien, les Maliens se donnent corps et âme pour que ce tournoi-là puisse réussir. Ce tournoi des cadets est une affaire de l'UFOA et du Mali. Nous sommes au Mali pour célébrer l'Afrique. C'est pour nous un test grandeur nature. Aussi bien nous au niveau de l'IFOA que nous au niveau du Mali. Parce que nous voulons réussir ce tournoi pour pouvoir capter d'autres tournois beaucoup plus grands. Pourquoi pas un tournoi CAF U20? Pourquoi pas une CAN senior? C'est à l'issue de ce tournoi-là qu'on peut montrer à la face de l'Afrique, qu'on peut montrer à la CAF, que non seulement le Mali est fréquentable, parce que ça nous n'en doutons pas, mais également que le Mali peut organiser un grand tournoi. Les 8 pays participants ont tous foulé le sol malien pour la grande bataille. La cérémonie d'ouverture, tout en couleur, et le match Mali-Libéria sont prévus le dimanche 5 octobre au stade Mamadou Konaté. L'Afrique du football a les yeux rivés sur le Mali. Le tournoi se déroule dans 3 stades. Mamadou Konaté, Wenzen Koulibaly et Mamadou Diarra H de Koulikoro. Page noire de cette édition, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau de la conférence des présidents, l'ensemble des membres du CNT ainsi que le personnel parlementaire ont le regret de vous annoncer le décès de l'honorable Djibril Diarra, survenu ce jeudi 2 octobre 2025 à Koulikoro des suites d'une maladie. L'honorable Djibril Diarra, doyen d'âge du Conseil national de transition, était membre de la commission de l'administration territoriale, de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille durement éprouvée. L'enterrement aura lieu le samedi 4 octobre 2025 chez lui-même à Koulikoro à partir de 10h. Et oui, le chef suprême du Méguétan Koulikoro s'en est allé à l'âge de 93 ans. Le chef coutumier de Koulikoroba était un enseignant de carrière et un panafricaniste hors pair. Boubacar Sissoko a réalisé un dossier sur le parcours de l'homme suivant. Au retour d'une formation de Dakar en 1958, c'était pour participer au gouvernement provisoire. Quand je suis arrivé, Jamali m'a dit, petit, vraiment, tu es bien, tu es cultivé, tu es dynamique, mais on ne te prend pas parce que tu n'es pas maniable. Et bon, c'est pas Oui, il était non moins membre du Conseil national de transition, CNT. Chef de village de Koulikoroba, Djibril Diarra, le panafricaniste hors pair, s'en est allé aujourd'hui sur la pointe des pieds sans crier gare. Il avait 93 ans, dont une bonne cinquantaine au service du Mali. Les Blancs ne m'aiment pas, je ne les aime pas. Il n'y a pas de souci. Bon, vous dites qu'ils sont venus nous aider. Ils ne nous aident pas, hein, parce que les Blancs n'aident jamais. S'ils nous aident, nous allons pouvoir nous passer d'eux. Au-delà du secteur de l'éducation, le chef de village de Koulikoroba, Djibril Diarra, avait joué un grand rôle dans plusieurs autres domaines, notamment la santé, le transport et l'économie. Il était aussi l'un des acteurs ayant contribué à la promotion des droits humains depuis 1959. J'ai été pendant 10 ans
président du CESCOM de Koulikoro. On a souvent recruté des médecins qu'on payait. Au-delà d'un certain niveau, il y avait un petit bonus. Dans les droits de l'homme, j'ai été pendant 10 ans président de l'Association malienne des droits de l'homme. J'ai su beaucoup de séminaires. Par exemple, en 1959, j'ai participé comme représentant de Koulikoro au Forum national sur la justice. Nous rappelons que le doyen Djibril Diarra avait eu le privilège de présider la séance inaugurale du CNT en 2020. D'ores en paix, le grand baobab du clan Diarra de Koulikoro, votre parcours est un repère pour la jeune génération. Que son âme repose en paix. Et c'est la fin de cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous également de l'avoir suivi. Bonsoir.